Aujourd'hui, Croyants et croyances, troisième chapitre, croire aux autres mondes. Pour ce troisième volet d'une série documentaire consacrée aux manières de croire, Terrain sensible fait une excursion hors du champ du religieux, puisque c'est à ceux qui vivent et sont convaincus de l'existence de phénomènes occultes et surnaturels que nous nous intéressons ce mercredi. Il ne s'agira pas là de démêler le vrai du faux, ni même d'établir des hiérarchies entre culture savante et culture populaire. Mais, à travers les croyances en l'existence d'autres mondes, et plus spécifiquement de l'autre monde, s'expose de manière souvent brutale et parfois caricaturale le grand partage entre ceux qui y croient et les autres, autour de l'intimité irréductible de la conviction, du statut et du recueil des témoignages ou des contradictions et frictions entre science et croyance. Même s'il serait délicat d'emprunter un trajet direct depuis l'expérience existentielle jusqu'à l'expérience scientifique, les questions binaires du type est-ce que ça existe ou pas, ou qui sont les sceptiques et qui sont les crédules, demeurent le plus souvent insatisfaisantes. Que faire alors avec les témoignages d'expériences paranormales? Jusqu'où ceux qui y croient acceptent-ils de répondre aux doutes de ceux qui n'y croient pas? Et jusqu'à quel point les mondes décrits ou vécus par les premiers peuvent-ils alimenter l'univers des seconds? Des questions que nous prolongerons d'ici une petite heure autour du statut des témoignages et de l'articulation entre science et croyance, et je serai pour cela en compagnie de Bertrand Méheust, professeur de philosophie et membre du comité directeur de l'Institut Métapsychique International, et de Pierre Lagrange, qui est chercheur en sociologie au CNRS. Mais tout de suite, séquence documentaire proposée par Élise Andrieux et réalisée par Doria Zénine. Anna Trewick. Et là, c'était l'ancienne cuisine où on était. Et il y avait même les escaliers là qui montent, là en haut. Tu vois? Ça a beaucoup changé. Oui, c'est beaucoup changé. J'ai quand même toujours les grands vitres qui donnent sur la mer. Avant, c'était tout en bois. Et maintenant, bien sûr, c'est isolé, c'est plus chaud. C'est pas si joli. Mais oui, c'était vraiment une joie de travailler dans une barque en face de ce vue-là. Vraiment, ouais. J'étais vraiment bénie pour avoir les 56 ans que j'ai eu ici. Oui. Je suis quittée l'Angleterre en 70. La première fois que je suis venue en Bretagne, c'est 79. Et c'était parce que mon mari, il a envie d'approcher un peu l'Angleterre. Alors c'est pour ça on se trouve en Bretagne un jour, garé en face d'un ancien hôtel, tout en mauvais état, tout fermé, mais avec une plaque à vendre. Alors c'est à partir de là que j'ai fait contact directement avec la propriétaire. J'ai trouvé que oui, en effet, c'était les meubles de sa maman qui a décédé. Elle m'a dit que sa maman a décédé l'année dernière, elle voudrait bien débarrasser de ça avant la saison. Et le prix était très très bas, très intéressant. Alors on a commencé les travaux et j'ai rendu compte que la nuit, j'entends quelque chose. Bon, je pensais que c'était le vent. Alors je suis sortie de ma chambre, je suis allée voir et j'ai pas du tout compris parce que tout était fermé.
Alors, je disais, est-ce que c'était toi, Derek, qui ouvre et ferme les volets, les portes? Ah, mais non, mais il me dit, je pensais que c'était toi. Oh, j'ai dit non, non. Alors, enfin, le quatrième fois, j'ai entendu même que c'était quelqu'un qui marche dans le couloir, qui porte les pantoufles. J'ai entendu comme ça, juste comme ça. Elle ouvre toujours les fenêtres qui sont des anciennes fenêtres en bois. Elle est claquée, fermée. Et après les clés, les gros clés dans le pont, les clés, clic, clic, ouvrir, fermer. Et voilà, elle procède. Dans l'autre, elle fait la même chose. Des fois, elle frappe à la porte. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. C'était peut-être son habitude de faire pour vérifier s'il y avait peut-être quelqu'un là-dedans ou non. Mais des fois, elle frappe à les portes. Enfin, j'ai décidé que c'était bien quelqu'un qui vient à chaque nuit, à cette époque, pour vérifier les chambres. Et j'étais sûre que c'était ça. C'était à le premier étage. Alors, je demandais enfin la fille de Madame Tilly, est-ce que ta mère, elle a fait toujours la nuit avant de se coucher une inspection des chambres et les volets, et vérifier que tout était fermé et elle me regarde avec un regard un peu... elle se blanchit, quoi. J'ai dit, est-ce qu'elle porte les pantoufles? Oh, elle m'a rien dit, mais elle a monté chez elle et elle a parlé avec Mollet. Elle a dit, mais comment elle sait que ma mère fait ça chaque nuit? Comment elle a su? Enfin, elle est venue le lendemain et elle m'a dit, mais oui, c'est ma mère que tu parles de ma mère. Elle a fait ça chaque nuit. Elle n'a jamais couché sans vérifier que tous les volets sont fermés et elle garde toujours chaque chambre fermée à clé, même s'il y avait personne dedans. Est-ce que vous pouvez me raconter la vie de Madame Tilly que vous avez apprise par la suite? Oui, Madame Tilly a vécu ici. Elle a acheté aussi l'hôtel Lion d'Or qui est en face. Et pendant la guerre, les deux hôtels sont réquisitionnés par les Allemands. Et c'est pas une jolie histoire ici pendant la guerre. Et bon, on sait bien qu'après la guerre, le mari de Madame Tilly, il était pris à Plouarec par les résistances. Il était fusillé. Alors là, elle a eu une vie assez triste. C'était pas facile du tout. Le premier bruit que j'ai entendu pendant la nuit, c'était peut-être une ou deux semaines après que je me suis arrivée. Et ça continue tout le temps, jusqu'au jour quand je suis partie en 85, à la fin de saison en 85. Ça faisait presque 6 ans. Vous aviez peur au début? Oui, j'ai peur. Je pensais que j'étais pas bienvenue à l'hôtel. Peut-être elle a envie de débarrasser de moi. Mais petit à petit, j'ai changé tout à fait mes idées. Parce que
J'ai toujours senti qu'elle était contente que je suis là, que j'essayais de garder un peu la même ambiance qu'elle. À cette époque, j'ai pas su que Madame Tilly, elle s'appelle Anna, comme moi. Bon, alors c'est vrai, elle avait tout à fait le même initial. Alors j'ai senti chez moi. Ouais. Là, aujourd'hui, vous sentez des présences? J'ai senti la présence aujourd'hui, mais simplement dans une petite partie d'hôtel. Et vous le sentez au fond de vous? Vous êtes persuadé? Oui. Oui. J'ai un coup de foie. Comment? J'ai un coup de foie tremblant un peu. C'est comme ça, je sais. Voilà, un peu ici. Oui, ici bien, je sens. Je sens un peu que... Mais elle est peut-être pas ici tout le temps. Hein. C'est peut-être aujourd'hui parce que nous sommes là et elle s'attache un peu à moi, mais je sais pas. C'est difficile d'expliquer ça. C'est quelqu'un qui comprend pas, qui n'a jamais fait. C'est difficile à dire ça. Et ça arrive tout le temps. Hein. Ça arrive souvent pour moi. Je sais qu'il y a quelqu'un autour de moi. J'ai pas besoin de voir. J'ai pas du tout besoin de voir. Je sais qu'ils sont là et ça suffit. Toute ma vie, je suis consciente qu'il y a une autre vie, un autre monde. Les gens quand ils partent, ils voulaient protéger ce qui est à eux et pour faire connaître les gens en bas qu'il y a une partie d'eux qui reste avec les gens qui s'aiment, quoi. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ça la vie et la mort. Oh, j'ai des larmes dans mes yeux. Comment? J'ai des larmes dans mes yeux. Pour marcher ici. Pour savoir comment c'était d'autrefois. Vous croyez aux présences ou aux revenants? Non, pas vraiment, et pas aux maisons hantées en tous les cas. Et en fait, c'est pas quelque chose qui m'occupe, et qui m'habite plutôt. De toutes ces croyances, non, pas du tout. Et les gens qui disent l'avoir vécu, vous en pensez quoi? Je suis très dubitatif et je m'interroge sur leur façon d'apprécier ce genre de choses. C'est une façon pour eux peut-être d'affronter leur propre vie, je sais pas, de s'affronter à quelque chose. Mais moi, j'ai pas du tout de vision vers l'arrière comme ça, donc je suis plutôt projeté vers le futur. Donc en fait, tout ce qui est passé, j'y crois pas. Je crois pas du tout à ce genre de phénomène. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. C'est vrai que quelquefois on entend parler de choses comme ça, mais non, moi ça m'intéresse pas à la limite. Au bout du compte, je pense que c'est pas vrai, quoi. Donc ça m'amuse. Je pense qu'après la mort, ça s'arrête, c'est fini. Voilà. En tant que psychiatre, vous avez travaillé sur le phénomène des apparitions et des hantises. Est-ce que vous en êtes venu à formuler des hypothèses et à préciser un petit peu des explications qu'on pourrait donner à ces phénomènes? Oui, alors je suis donc psychiatre et en fait la hantise et les apparitions font partie d'un grand phénomène qu'on peut appeler les visions, dont font partie également les hallucinations. Philippe Vallon. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de théorie des hallucinations, sauf la théorie psychanalytique, qui dit donc que la vision ou l'hallucination est une production de l'inconscient. C'est un phénomène qui appartient uniquement au monde mental. C'est-à-dire que ça explique pourquoi il y a des gens qui voient par exemple la Vierge Marie et d'autres qui sont dans la même pièce et qui ne la voient pas, parce qu'il s'agit donc de production de l'inconscient, et l'inconscient nous donne l'impression de projeter un contenu intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, enfin je ne vais pas dire que Bernadette Soubirous était folle à Lourdes, mais on peut dire que
Elle voyait la Vierge Marie, alors que le public ne la voyait pas, et on peut penser donc qu'il s'agissait d'un phénomène qu'on appelle imaginatif. Mais donc vous, votre hypothèse, c'est que ce sont des phénomènes uniquement psychologiques? C'est-à-dire que j'ai eu suffisamment, je dirais peut-être des centaines d'expériences paranormales, donc je suis pas là pour nier le paranormal. J'ai eu, comme je voulais peut-être raconter, une apparition de ma grand-mère de nuit qui m'a annoncé un décès qui s'est effectivement produit. Mais dire que c'était réellement ma grand-mère qui revenait de l'au-delà pour m'annoncer, non, je dirais non. À mon avis, c'est une mise en scène imaginative de l'ordre d'un rêve qui, en fait, avait un contenu paranormal de l'ordre d'une vision ou d'une prémonition. Le paranormal n'est pas une croyance, c'est une expérience. Vous êtes croyant? Je suis constatant. Constatant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous me parlez de prémonition, si vous me parlez de voyance, si vous me parlez de télépathie, si vous me parlez de psychokinèse, je dirais que je l'ai tellement expérimenté que je ne peux pas m'empêcher de le constater. Mais je suis pas du tout croyant. Mon interprétation, c'est que nous vivons tous actuellement, enfin tous ou presque tous, dans des conditions psychologiquement neutres. Neutre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous mettons pas en œuvre une force considérable au niveau psychique. Et de fait, nous n'assistons pas à des phénomènes paranormaux. Bon. Mais si nous nous en donnons la peine, si notre inconscience manifeste d'une manière plus ou moins forte, etc., nous pouvons à tout moment voir du paranormal. Voyez. Donc c'est pas le paranormal n'appartient pas à la croyance. Ce qui appartient à la croyance, c'est l'au-delà. Par contre, de croire effectivement que l'au-delà existe, je pense que c'est une chose intéressante pour tous ceux qui ont perdu des êtres proches et qui ont besoin de se dire je vais les rencontrer après la vie. Mais ça, je dois dire que pour moi, scientifique, c'est véritablement une croyance, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui peut être nécessaire pour ne pas perdre l'espoir, c'est une hypothèse qui peut être nécessaire pour conduire notre vie, mais ce n'est qu'une hypothèse. Eh ben, mon mari, cela fait 2 ans qu'il est parti le 22 juillet. Janine Sarrazin. Vous savez, on est comme anesthésié quand on perd quelqu'un que l'on aime. On a une douleur tellement grande finalement que on est un automate. Mais après, finalement, quand on voit quelqu'un qui souffre, on se dit que c'est une délivrance. Je pense que les personnes qui ont perdu quelqu'un avec un cancer comprennent ce que je veux dire. Et finalement, on dit ouf. On arrive à dire ouf. Il est parti, il est bien, il se repose et c'est terminé. Et voilà, on voit là, ce corps sans vie, c'est quand même difficile à avoir, à accepter, mais on se fait la raison, faut bien. Bon, maintenant, nous allons nous diriger vers la chambre. Ah, faire entrer mon chien. Voilà. Voilà. Alors, c'est l'endroit où je me recueille. Et vous allez voir, là. Voilà. Alors là, donc, il y a sa photo. Et alors, vous voyez, je lui mets des fleurs. Alors, j'ai acheté une pierre de sel. Voilà, alors elle est toujours allumée pour lui montrer que je suis toujours là et qu'il est toujours avec moi. Puis c'est symbole d'amour, symbole de lumière, voilà. Le matin, en me levant, je fais le lit après la poussière, mes petits objets. Ça, c'est un Christ qui a appartenu à ma mère. Alors, la peinture est pas jolie, il est pas beau, mais vous voyez, un peu comme les affaires de mon mari, ben, je peux pas le jeter ni le placer parce que ça a appartenu à ma mère. Je vais vous montrer ce que j'ai gardé, qui va peut-être vous faire sourire. Je vais ouvrir mon armoire. Vous voyez, j'ai gardé son pull et sa dernière chemise qu'il a mis. Je peux pas m'en défaire, alors bon, c'est là dans mes affaires. Moi, j'ai besoin de garder ça. Et c'est de prendre ses affaires et de le balancer, c'est comme si que je le balançais lui. Ça, c'est une impression qu'on a. Je pense que tous, on est comme ça. Et vous avez besoin de vous recueillir ici, à cet endroit? C'est-à-dire le soir, vous savez, quand on se retrouve dans la chambre, bon, eh bien, automatiquement, je lui parle. Voilà. C'est vrai que c'est le soir, lorsqu'on perd son conjoint, c'est surtout le soir où on est triste, quoi. J'aime pas les nuits.
Bon, mais c'est comme ça, ça le fait depuis que je suis partie, depuis qu'il est parti. Mais c'est souvent, je m'excuse, mais c'est souvent justement dans la soirée où vous retrouvez cette impression comme quoi il est là. C'est souvent là, à ce moment-là aussi, hein. Quand vous êtes détendu dans le lit, c'est là que vous sentez. Si vous avez cette sensibilité un petit peu exacerbée, vous sentez la présence très forte de l'être cher. C'est incontestable. Quels ont été les premiers signes d'une présence? Eh ben, tout d'abord, j'ai perdu donc ma maman. J'étais très jeune et je n'ai jamais accepté le départ de maman. Donc, j'ai fait des recherches. J'essayais de faire des recherches. Et au moment où elle est partie, il y a un disque qui est sorti, Alain Barrière, Tu t'en vas, pour pas le citer. Et là, cette chanson me rapprochait. J'étais en osmose avec ma mère lorsque j'entendais cette chanson. Et lorsque je lui demandais des signes, souvent, dans la même journée, j'entendais cette chanson à la radio. Cette chanson, pour moi, c'était des signes de ma mère. Et un jour, bien avant que mon mari soit malade, la sonnette a sonné en pleine nuit, un coup. Donc je me suis levée, il y avait personne à la porte. Et en refermant la porte, étant donné que j'entends beaucoup de gens qui ont eu à peu près le même genre de signes, je reviens, mon mari qui était levé me dit qu'est-ce que c'est? Et je lui dis sa sonnette, je lui dis ça doit être quelqu'un de l'au-delà. Et il m'a dit c'est peut-être mon père. Donc lui il savait que s'il me faisait sonner cette sonnette, j'allais comprendre que c'était quelqu'un de l'au-delà puisque nous en avions déjà parlé. Donc 2 jours après qu'il a été parti, le dimanche il est parti donc le jeudi, et la sonnette a sonné au moins 20 coups, on n'arrivait plus à l'arrêter. Donc là vraiment, il nous a fait vraiment un signe incroyable. Mais de toute façon, vous savez, c'est intérieur ça. On le sent. On le sent quand la personne est à côté de vous. On le sent. Moi, j'ai eu beaucoup de sensations. Ma mère, lorsqu'elle est vraiment à côté de moi, je sens une odeur de café. Elle était du Nord. Et alors, elle aimait le café. Et elle me fait passer ça par ces odeurs-là. Et donc, je suis persuadée que c'est vrai. Vous croyez en une autre vie? Absolument, absolument. Mais surtout, je voudrais insister, il n'y a pas de coïncidence. Parce que les gens le disent souvent. Ah bah tiens, c'est une coïncidence. Lorsque vous leur demandez quelque chose à ces personnes qui sont parties, vos êtres aimés, ils vous aident. Alors, ils vous aident comment? Ils vous aident en vous faisant rencontrer d'autres personnes. Ces personnes vous aideront à faire un pas supplémentaire. Et c'est comme ça qu'on a des signes. Et il n'y a pas de coïncidence. Je voudrais insister là-dessus. Que les gens le comprennent bien, qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc je m'appelle Jean-Jacques Charbonnier, je suis docteur en médecine. Je suis médecin, réanimateur, anesthésiste. Et là, je viens d'écrire un livre tout à fait particulier puisque c'est un récit autobiographique qui s'appelle « L'après-vie existe ». Alors, l'après-vie existe, c'est une affirmation, c'est une certitude pour moi, moi qui ai vécu pendant longtemps dans les blocs, dans les SAMU, dans les réanimations. J'ai acquis cette certitude qui est pour moi irréversible. Que la vie ne s'arrête pas après la mort, mais après avoir exercé, après 20 ans d'exercice professionnel, j'en suis maintenant persuadé. En tant qu'anesthésiste réanimateur, nous sommes nous sommes beaucoup les témoins privilégiés devant les portes de l'au-delà, je dirais. On se situe comme ça, on voit des vies s'échapper, malheureusement. Et à chaque fois qu'une vie s'en va, il y a ce ressenti, et j'en ai discuté avec des collègues, qu'ils pensent aussi comme moi. On voit bien que la vie s'en va. Eh bien, quelquefois, à ce moment-là, on sent que la vie est encore là. Alors, je ne saurais pas expliquer, c'est indicible, je ne saurais pas le dire pourquoi. Mais on sent qu'il y a encore cette petite lueur de vie qui est là, et qu'il faut continuer à la réanimation, qu'il faut continuer à faire des massages cardiaques, qu'il faut continuer à faire de l'adrénaline. Et chaque fois que j'ai eu cette sensation, ça avait marché. Je l'ai eu avec des noyés, je l'ai eu avec un électrocuté,
Et d'autres fois, à l'inverse, on a l'impression qu'une lumière indicible s'échappe, que la vie s'échappe. Je vais demander aux personnes qui n'ont jamais assisté à une séance publique médiumnique de lever la main pour voir ce soir. Déjà quelques personnes quand même. Merci. Donc moi, je viens de la France depuis maintenant 23 ans. Je vais à votre rencontre et je travaille dans de nombreuses associations qui sont dans la recherche de l'étude des preuves de la survie. Avant d'arriver à voir Henri Vigneault, bien sûr, je croyais à l'au-delà. Mais seulement, je me méfiais des médiums. Parce que, bon, j'avais lu beaucoup de choses. Il y en a tellement qui se font avoir pour ça. Donc, j'étais méfiante. La première fois que j'ai rencontré Henri, il m'a paru très chaleureux. Et c'est très important lorsqu'on va quelque part où on ne connaît pas trop de gens. Et alors de suite, j'ai voulu avoir une consultation avec lui. Et là, cette consultation, je peux vous dire que j'aurais pu lui donner 20 sur 20. À ce moment-là, mon mari n'était pas parti. Il m'a décrit ma maman, ma grand-mère, enfin tout le monde, toute la famille est passée en revue, avec des précisions incroyables. Alors bien sûr, on en sourit, mais je vous assure que lorsque on vous dit des choses avec précision comme ça, vous voyez, c'est pour ça que j'attache une importance à Henri Vigneault, parce que il est vrai. On a toujours communiqué avec le monde invisible. Henri Vigneault. Dans le passé, les anciens ont cultivé le culte du feu ou du soleil, Ra, en Égypte. On lu dans les entrailles, on lu dans le sable, dans les coris, bon, tout est support. Donc c'est tout un ensemble de choses et ces contacts ont toujours été présents. L'âme essaye avec le temps de, comment dirais-je, de l'autre côté, essaye de se manifester différemment. Je pense que certains d'entre vous ont dû entendre parler également que maintenant on a des contacts audio, enregistrement des voix, et également vidéo. Par lui, j'ai eu beaucoup de messages, et des messages à l'improviste, comme ça. Lorsque nous étions à table, un jour il me dit tiens, il y a un monsieur qui vient avec une truelle. Qui c'est ce monsieur? Ah, je lui dis c'est mon papa. Et après il me dit ah, là ton mari qui arrive. Il est en train de me dire qu'il est ton mari. Et il m'a décrit le bureau de mon mari. Mais alors, il m'a décrit tout de A jusqu'à Z. Et même jusqu'à me dire qu'il y avait un livre avec des belles écritures. Et comme je n'ai pas fouillé son bureau depuis qu'il est parti, je me suis dit avec ma fille, on va aller voir s'il m'a dit vrai. Et en effet, on a retrouvé ce livre avec des belles écritures. Et vous voyez, je le savais pas. Il pouvait pas lire dans ma tête, hein. Et là, il m'a sorti le nom d'un oncle qui était avec mon papa. Enfin, tout ce qu'il me disait, c'était vrai. Et puis alors, sans argent, c'était comme ça, par amour, par amitié. Anne, cette petite dame qui est là, elle est partie, il n'y a pas plus de 6 ans. 6 ans, c'est le maximum, 5 ans. Et j'ai entendu, j'ai bu jusqu'à plus soif. Alors, je sais pas qui c'est cette personne. Vous, monsieur? Voilà. J'ai entendu, j'ai bu jusqu'à plus soif. Elle buvait beaucoup? D'accord. C'est incroyable l'énergie qu'elle me donne en prenant sa photo. Comme ça. Elle se, vous voyez, je sens son énergie, c'est incroyable. Elle aimait énormément séduire autour d'elle. C'était votre compagne, monsieur? C'était mon épouse. Épouse, ouais. Mais c'est incroyable comme elle aimait séduire l'entourage par son aspect physique, puis en même temps j'entends beaucoup rire. Votre compagne était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie, qui aimait beaucoup rire comme ça avec les autres. Vous voyez? J'entends une convivialité, c'est incroyable. Vous voyez, elle me fait prendre la photo. Elle me l'a fait mettre sur mon cœur, pour me faire comprendre par ce geste qu'elle vous aime énormément toujours, bien sûr, vous voyez, dans ce sens-là. Et elle me dit à l'oreille, je ne t'ai pas écouté, si je t'avais écouté, parce que tu m'as dit 100 fois les mêmes choses, c'est vrai ça?
Elle me dit à l'oreille, tu as tellement donné, tu m'as tellement donné, tu as tout fait pour me faire plaisir, mais je reconnais avoir été comme une enfant capricieuse. Elle me dit, j'aimais la vie. Voilà ce que j'entends. J'aimais la vie, me dit-elle. J'ai compris assez vite mon nouvel état. Ça, c'est important. Cette photo, monsieur, pardon, vous avez, c'est celle-ci ou une autre qui est identique, qui est dans votre chambre, dans votre salon plutôt, dans un cadre? Non, c'est une photo qui a une vingtaine d'années dans le cadre. Voilà, parce que moi, elle me montre une photo qui est assez grande aussi, quand même. Hein, celle-ci est d'un grand format. Oui, c'est un format 50. Voilà, celle-ci est d'un grand format entre les mains, c'est ce que j'ai là, et elle me montre une photo aussi grande que celle-ci, vous voyez, dans un salon. Alors, affaire à suivre, comme on dit. Elle me fait comprendre qu'elle essaye de faire tomber ce cadre en question. Oui, elle l'a déjà pas mal baladé. Ah, voilà. Ah bah c'est bien, parce qu'elle me montre bien le cadre renversé. Donc elle a déjà essayé, qu'elle a déjà fait a priori, c'est ce que vous me faites comprendre aussi. Hein. Donc elle va recommencer. Voilà. C'est un petit cadeau, quelque part, de sa présence, vous voyez. Oh, attendez. Faut arrêter... Arrête de pleurer, j'entends arrête de pleurer. Je t'ai souvent donné des signes de présence, c'est vrai? Oui. Hein? Alors, faut arrêter. Hein? C'est ce qu'elle me dit à l'oreille. Je serai toujours présent, me dit-elle. Je serai toujours présente. Voilà ce qu'elle dit. Voilà. C'est tout. Je sais pas autre chose, monsieur. Hein? Qu'est-ce que font les voyants? Les voyants, tout simplement, arrivent à, un petit peu par hasard, à accéder à leur inconscient profond. C'est une faculté qui est plus développée chez eux que chez le commun des mortels. Mais c'est une faculté que nous avons tous. Et je pousse mes patients ou mes collègues à développer leur don de voyance, qu'ils ont déjà et souvent qu'ils n'avaient pas identifié. Au niveau de la communication avec les défunts, moi ce que je vous dis, c'est que les médiums peuvent très bien aller chercher dans votre propre esprit des choses qui y sont. Si on vous dit votre mère porte par exemple un chapeau, peut-être que le médium va juste aller chercher dans votre tête la photographie, j'allais dire mentale, de votre mère portant un chapeau. Par contre, ce qui peut être plus étonnant, c'est que le médium puisse découvrir des choses que vous ignorez. J'ai par exemple un patient que j'ai envoyé voir un voyant et qui m'a dit voilà ce que mon maître dit, c'est que vous avez été entre la vie et la mort pendant les 2 premières années de votre vie et que vous êtes le résultat d'un avortement. La fille s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me raconte là? Elle est allée voir sa mère qui lui a dit, écoute, il faut bien que je te dise, j'ai essayé d'avorter 3 fois et tu es né et tu as une tuberculose. Effectivement, pendant 2 ans, 2 premières années de ta vie, tu étais entre la vie et la mort. Donc c'était parfaitement vérifié. Et ça, il en ignorait tout. Mais ces genres de choses, vous pouvez très bien les avoir dans votre esprit, soit par vous-même, soit par une transmission intergénérationnelle. Nous avons, par la ligne maternelle, tout un matériel qui transite de génération en génération. Pour moi, c'est l'inconscient profond. Il faut savoir que enfin, ça c'est la théorie de Sainte Thérèse d'Avila, du bouddhisme, l'hindouisme, etc., que nous avons un inconscient qui serait formé de 7 couches. La couche la plus superficielle qu'on pourrait appeler la couche 1, c'est la conscience. À partir de la couche 2, c'est l'inconscient. Et le plan divin s'appelle, enfin on appelle ça le 7e plan. Donc on peut dire que plus on s'approche des plans profonds, plus on approche des capacités divines, c'est-à-dire le fait d'être indépendant du temps, ce qu'on appelle l'éternité, indépendant de l'espace, ce qu'on appelle l'ubiquité, et accès à une toute puissance et une toute connaissance, ce qui permet de faire les miracles. Mais d'ici à dire que c'est Dieu le Père qui se manifeste de telle façon selon sa volonté, je dis ça c'est une hypothèse. Quand on met des gens sous hypnose, par exemple, ils sont capables de se coucher sur une planche à clous et on peut faire rouler une moto dessus.
sans qu'ils se blessent. Ou les gens peuvent aussi être raides entre deux chaises, avec juste la nuque et la pointe des pieds, le talon plus exactement, qui repose sur ces chaises. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va vers les profondeurs de notre esprit, on a des facultés de plus en plus extraordinaires. Alors, on y va, là? Vous allez entendre une sélection de 6 messages reçus en transcommunication, parmi tant d'autres bien sûr, par l'association Source de Vie Toulouse. Avant de vous les faire écouter, je précise qu'ils ont été recopiés de manière à favoriser une bonne audition. Lorsque la personne appelée dans l'au-delà a répondu... La transcommunication instrumentale, moi je viens de découvrir ça. Je pense qu'on est tous, autant que nous sommes, vibratoires. Tout est vibration, le minéral est vibration. Il émet, le quartz émet des vibrations. Le minéral, le végétal, nous aussi, nous émettons des vibrations. Mais qui aurait la prétention de percevoir toutes les vibrations? Et je pense que la transcommunication est un phénomène qui n'est pas choquant intellectuellement de penser que des âmes en survivance dans une autre dimension puissent à un moment donné se servir de vecteurs, de supports radiophoniques, du papier froissé, de l'eau qui coule, etc. pour communiquer des vibrations et pour communiquer avec le monde des vivants. Maintenant, tout de suite, ça fait très ésotérique, ça fait un petit peu farfelu, ça fait paranormal, mais c'est un phénomène qui est pris très au sérieux et qui continue encore à être étudié aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus difficile. Tous ces phénomènes-là, c'est beaucoup plus difficile à faire passer parce que en France, il y a une espèce de moquerie continuelle pour tous ces phénomènes inexplicables, pour le paranormal en particulier. Et ceux qui disent qu'on nous montre des preuves que la vie existe après la mort, on peut leur renverser leur argument en leur disant qu'on nous montre des preuves que la vie s'arrête de façon formelle au moment de la mort. Alors donc la TCI se fait avec un simple poste que vous mettez, vous voyez, entre deux stations pour que faut pas que ce soit net. Et les ondes, vous savez, les ondes que dégage le poste, les défunts se servent de ces ondes pour parler entre guillemets, pour inscrire sur la bande ce qu'ils ont envie de nous dire. Et là, on a des preuves incroyables. Alors, comme c'était le premier contact en transcommunication qu'on faisait avec Yves, et en tout début de contact, on lui disait qu'on allait lui poser des questions, et on entend un monsieur qui s'adresse à lui, qui lui dit « Yves, il faut peut-être t'aider ». À un moment donné, Yves ajoute « Je voulais partir ». Ça fait comme ceci « Je voulais partir ». Puis immédiatement après, une dame ajoute « Partir dans un autre monde ». C'est pas le subconscient quand même, ça. Pour moi, c'est du réel, hein. Ça, y a pas de problème. À une question où on demande à Yves de rassurer Janine, il répond « Je l'entends », avec sa voix exacte. Même sa mère, qui n'y croit pas, a reconnu sa voix. Alors là, vous voyez que c'est bien réel, hein, parce que c'est difficile de lui faire entendre qu'il est encore vivant. Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est des voix qui ont été recopiées, tout simplement? Comment est-ce qu'on peut prouver que c'est pas de la supercherie? Comment on peut prouver? Qu'avec notre bonne foi, parce que vous étiez pas là quand on le faisait, c'est évident. Mais je vois pas en quoi, étant donné qu'on est une association, on ne prend pas d'argent, on aide les gens. Vous étiez là au moment où ça a été enregistré? Oui, moi j'étais là. C'était chez moi. D'abord, ça s'est fait chez moi et j'étais là, bien entendu. Oui, il n'y a pas de problème. On était. Oui, parce qu'ils le font pas. Ils le font pas sans la personne. Quand on fait ça, il y a toujours les personnes intéressées. Je prénomme Marc, donc un monsieur que j'appelais. Vous allez m'entendre lui demander s'il est bien, s'il est heureux. Et il répond, c'est fantastique.
Faites-vous bien, Marc, êtes-vous heureux? Est-ce que malgré tout vous doutez? Eh bien, vous savez, le doute, c'est humain. Alors on arrive à douter lorsqu'on demande des signes, parce que finalement, plus on en a, plus on en veut. Et lorsqu'on demande un signe et puis qu'il n'arrive pas ou qu'on ne le voit pas, c'est vrai qu'on se dit, tiens, on doute. Mais c'est peut-être aussi pour nous faire avancer. On dirait que lorsqu'on doute, 2 ou 3 jours après, poum, il y a quelque chose qui se passe, vous savez. Donc bon, mais oui, douter, c'est humain, voilà. Il y a des moments, c'est vrai que on sait qu'il est bien vivant, mais on le voit pas, on le palpe pas. Et c'est ça qui est difficile. Alors c'est vrai que des fois, lorsqu'on est seul dans la chambre, bon, on a un petit moment de peine, c'est incontestable. Mais après, lorsque vous voyez des gens qui passent par le deuil, qui sont malheureux, vous avez envie de les aider parce que il y a à l'intérieur de vous la foi qui remonte. Elle remonte à grande vitesse là. Et vous avez envie de les sortir de cette peine où ils sont enfermés et de leur dire ouvrez bien les yeux, ils sont bien vivants. Alors j'ai ça qui me tient et je vais de l'avant avec ça. Moi, je crois qu'il y a un grand point d'interrogation et je pense qu'il faut qu'il y ait des points d'interrogation parce que on ne peut rien affirmer, on ne peut que constater. Encore une fois, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire voilà ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Voilà. On ne peut qu'être que des témoins. Et après, à la rigueur, on peut dire, comme moi je le dis avec les comateux, parce que ça fait 20 ans que je travaille avec des comateux, on peut dire tout se passe comme si. Mais des gens qui ont quand même eu des états de coma dépassés avec un électroencéphalogramme plat et qui sont revenus de ces états neurologiques et qui ont décrit, ça c'est très rare mais ça existe, ce qui se passait dans la salle d'attente pendant qu'ils avaient leur cerveau électriquement neutre. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, quelque chose fait que on puisse sortir de notre corps pour aller dans une autre dimension et pour voir avec autre chose que nos yeux. Ça c'est quand même fabuleux, c'est quand même fantastique. Combien de temps je te connais? Attends, appuie pas sur le truc. Une vingtaine d'années. Oui. Je sais plus exactement. Une vingtaine d'années? Oui, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je connais Nicole. Et puis à chaque fois qu'elle fait des conférences, je vais l'écouter parce que j'ai besoin d'entendre son expérience à chaque fois. La première fois que Nicole m'a raconté son expérience, j'étais surprise et intriguée et j'en voulais savoir beaucoup plus parce que comme tout le monde, j'ai peur de mourir, j'ai peur de ce qui je vais me retrouver là-haut, comment ça va se passer, etc. Donc la façon dont elle raconte, on est un peu plus apaisé. Tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle dit, sa vérité, c'est vrai que ça me régénère, c'est vrai. J'ai beaucoup moins peur et je suis sûre que quand le moment sera venu, j'affronterai cela avec beaucoup de calme, beaucoup plus de calme que si je n'avais pas connu Nicole et son expérience. C'est Raymond Moody qui le premier en a parlé. Near Death Experience, les expériences de mort imminente, c'est-à-dire les expériences proches de la mort. Ce sont des gens qui, le temps d'un instant ou le temps d'un coma, ce sont des gens qui sont passés de l'autre côté et qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu. 60 millions de personnes ont vécu la même séquence événementielle sur la Terre. C'est énorme. 1,8 million en France. Eh bien, je m'appelle Nicole Dron. J'ai vécu cette expérience en 1968. À la suite d'un accouchement, j'ai fait une très grave hémorragie, ce qui m'a conduit à l'hôpital. Et le lendemain, je suis rentrée dans le bloc opératoire pour un curetage. Et pendant l'intervention, une seconde hémorragie s'est déclarée et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et j'ai su par la suite que mon cœur s'était arrêté de battre pendant 45 secondes. On m'a dit 45 secondes environ, bien sûr avec l'électrocardiogramme plat. Et pendant ce moment et pendant cette intervention, moi je vivais le plus beau moment de ma vie.
Alors, je me suis sentie... j'étais à la hauteur du plafond. Je ne sais pas quel a été le processus qui m'a fait sortir de mon corps. Je voyais de tous les côtés à la fois. Je me rappelle que je me suis regardée. J'étais étendue sur la table d'opération avec des tuyaux partout. Je me suis dit, oh là là, ma fille, qu'est-ce que tu n'es pas belle. Mais ça n'avait plus d'importance. Je voyais le personnel médical qui s'affairait autour de moi. Et j'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Ce qui m'a été confirmé 1 mois après par une infirmière qui assistait à cette opération et qui m'a dit que vraiment, que j'avais fait peur au médecin qui aurait dit, elle me pète ou elle me claque dans les mains. C'est la même chose. Alors, je ne suis pas restée très longtemps dans la salle d'opération parce que j'ai pensé à mon mari et mon mari à mon beau-père. Mon mari m'avait dit, avant que j'aille dans la salle d'opération, qu'il m'attendait dans la salle d'attente. Et en pensant à eux, instantanément, je me suis trouvée dans la salle d'attente et je prenais conscience de traverser des murs. Et dans la salle d'attente, pourtant je ne savais pas où elle se trouvait, cette salle d'attente. Mais dans cette salle d'attente, eh bien, j'ai vu mon mari et mon beau-père qui faisaient des 100 pas. Moi, je les voyais et je prenais bien conscience qu'ils ne me voyaient pas. À un certain moment, je me rappelle avoir mis ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Mais surtout, tout en étant moi, parce que je n'ai jamais perdu la notion d'être moi, j'avais comme la faculté de pénétrer dans tout ce qui était et je me suis trouvée dans le cœur de mon mari, évidemment pas le cœur physique, je veux dire par là que je savais ce qu'il pensait et en même temps je savais ce qu'il valait en tant qu'être humain, en tant qu'essence. Et après, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence, mais à l'échelle cosmique, j'avais l'impression d'être seule au monde. J'aurais tout donné pour entendre un son ou pour voir quelque chose. Et là, j'ai pris conscience d'être morte. Je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Eh bien non, je n'étais pas morte parce que, à la limite, je réfléchissais avec une lucidité plus grande que jamais. Et au loin, j'ai vu une petite lumière. Et j'étais aspirée, mais alors à toute vitesse vers cette lumière. Et surtout, quand je suis rentrée dans la lumière, eh bien, c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que, vous savez, pourtant, je n'ai pas manqué d'amour lorsque j'étais jeune. J'ai mon mari qui m'aime, mes enfants, mes petits-enfants. Mais c'était rien à côté de l'amour qui m'attendait. Et je pense qu'à ma mesure, j'ai pris conscience du sens du mot « je suis ». Et je ne sais pas l'expliquer. Je pense que le mieux pour le dire, c'est que tout en étant moi, je devenais tout. Je participais du tout et tout était en moi. Je ne peux pas l'expliquer. C'est immense. On est soi et tout à la fois. Mes enfants, plus tard, m'ont demandé, mais maman, comment tu expliques ça? Alors je leur ai dit, écoutez, mes enfants, imaginons que nous sommes chacun un ballon. Un ballon, vous savez, comme les enfants envoient au ciel, et que le caoutchouc, c'est notre corps physique. Et que l'hélium à l'intérieur, eh bien, c'est ce qu'on est, c'est notre essence véritable. Le ballon éclate. Voilà. C'est-à-dire que l'hélium, notre essence véritable, elle n'est plus confinée dans le ballon, dans le corps finalement. Et tout en étant elle, parce qu'on ne perd pas son identité, eh bien on devient le tout. C'est la seule image qui me vient spontanément. Et puis, comment vous dire ça? J'ai vu un être venir vers moi. Je suis persuadée que chaque personne qui partira, qui fera le grand voyage, se trouvera en face de cet être-là. Il m'a demandé, comment as-tu aimé? Et qu'as-tu fait pour les autres? Ce sont des phrases toutes simples, je le sais. Mais toute ma vie ne suffira pas à approfondir le sens de ces 2 phrases. Pendant qu'il me demandait ça, eh bien, j'avais une vision, je pense, symbolique de toute l'humanité qui avait les bras tendus vers le ciel et qui implorait. Et on me faisait comprendre que chaque être humain ici sur la terre souffrait. Et qu'est-ce que j'avais fait pour eux? Rien. Bon, à 26 ans, sans être méchante, je pense que j'ai une bonté naturelle comme beaucoup d'entre nous, mais je me suis rendu compte que je n'avais rien fait de particulier. Et en même temps, j'ai revu toute ma vie défiler à l'envers de mes 26 ans à ma naissance.
c'était comme si j'étais deux personnes à la fois, moi, bien imparfaite, avec mes qualités, mais aussi mes défauts, et l'autre partie de moi, que certains diront l'âme, le soi, qu'importe les mots, hein, c'est ce qu'il y a derrière le mot qui est important, et c'était cette autre partie de moi-là qui regardait ma vie, elle était capable de me voir comme si j'étais quelqu'un d'autre, et là on ne peut plus tricher. Et quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur des personnes à qui j'avais fait du bien. Quand j'avais fait du mal, volontairement ou involontairement, bien j'étais dans le cœur de l'autre. Alors donc, en 45 secondes, je ne le comprends pas, mais j'ai vécu des millénaires. Je me rappelle, on m'a montré des géants qui sont venus sur la Terre. J'avais toute une information sur les civilisations disparues, dont l'Atlantide. Je me rappelle qu'on m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou revenir. Mais peut-être que j'étais pas préparée pour ça entièrement, parce qu'on m'a dit que je reviendrais dans mon corps, mais que j'oublierais beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Et moi, avec ma livre, je me suis dit, ils veulent que j'oublie beaucoup de choses. Je vais faire en sorte de m'en souvenir. Et pourtant, il y a, disons que les 99% de mon expérience sont partis. Alors, on me disait aussi que la vie, que Dieu était la force, la vie et le mouvement. Que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien. Que le Christ, Bouddha et Mahomet sur des niveaux intérieurs, non pas dans les dogmes et les rites extérieurs, mais dans le chemin intérieur, eh bien, ils travaillaient ensemble pour la régénération de la terre. Je voyais le futur aussi bien dans notre famille. J'ai vu que mes beaux-parents et ma grand-mère, qui avaient sensiblement le même âge, à 3 ans d'intervalle, on me montrait qu'ils quitteraient la terre presque en même temps, et j'ai retenu que 2 partiraient à 3 semaines d'intervalle. J'avais dit ça à mon mari, d'ailleurs, c'est ce qui l'a convaincu bien des années plus tard. Donc j'ai vécu cette expérience en 68. Le 27 janvier 81, un mardi, mon beau-père nous quittait. 3 semaines après, le même mardi, c'était ma grand-mère. Et l'année suivante, c'était ma belle-mère. Donc même si on le sait, quand ce sont des choses qui s'actualisent comme ça dans la vie, je vous assure que ça fait drôle quand même. Alors donc, on m'a montré aussi que j'avais déjà vécu sur cette terre. Et je sais que dans cette vie, j'avais à apprendre en tant qu'expérience de vie, le courage d'être moi et la faculté d'aimer, mais de ne pas aimer, disons, simplement avec sentimentalité ou avec sensiblerie, mais la faculté d'aimer vraiment, vraiment. On m'a montré quelle serait ma vie quand je reviendrai sur la terre jusqu'au moment de ma mort. Et même si j'ai oublié beaucoup de choses, j'ai su que je traverserais beaucoup d'épreuves, mais on m'a dit qu'avant de naître, j'avais accepté ces expériences parce qu'à travers elles, je grandirais. Et je me rappelle aussi avoir vu un être qui est venu vers moi. Je ne peux pas dire si c'était un homme ou une femme parce que j'avais l'impression que cet être-là, en tant qu'énergie, il dégageait aussi bien une énergie masculine que féminine. J'avais qu'une envie, c'était de me fondre en lui. Et en même temps, je lui ai tendu les bras, je lui ai dit, je veux me marier avec toi. Et je prenais conscience que cet être-là, c'était moi, mais moi, à la fin des temps. C'était la réalisation, la perfection de moi-même. Et c'est comme si qu'on était déjà cette perfection-là, quelque part, on est déjà réalisé, et qu'il y a une autre partie de nous qui va vers ça. Alors comment vous dire ça, je suis revenue dans mon corps, en passant par ma tête, comme on rentre dans une chaussette. On a dû me réveiller par une paire de claques. Et quand je me suis réveillée, j'avais dans les oreilles une musique d'une incomparable beauté. Et à l'intérieur, et derrière cette musique, eh bien, j'avais le sentiment d'avoir tout compris, d'avoir compris les secrets de l'univers. J'avais le sentiment de savoir quelle était ma place dans ma vie, que tout était bien, qu'en dépit du désordre, tout était bien. Et j'ai perdu ça, j'ai perdu cette plénitude. Et c'est ça, moi, je trouve le drame de l'existence, parce que ici,
eh bien, on est dans un corps de chair, on est tellement identifié à son corps qu'on ne pense qu'il n'y a que ça. Mais de l'autre côté, tout en étant moi, j'avais cette faculté d'être tout. On revient dans son corps, c'est le monde à l'envers, c'est comme si on revenait d'un cercueil, et finit cette plénitude, et finit ce partage, l'autre devient l'autre, hein, et puis on se fait des misères, etc. Et toute ma vie maintenant, disons, elle est axée sur le fait de retrouver consciemment en moi cette expérience. Le but, ce n'est plus de paraître, c'est d'être. Ça a été quand même quelque chose de très difficile à vivre. J'ai été pendant des années sans parler. 8 ans après, j'en ai parlé à mon mari, à des personnes proches de ma famille, à des amis. Certains étaient ouverts, d'autres changeaient de conversation. Et je n'osais pas en parler à l'extérieur parce que j'avais peur qu'on me dise, eh bien, que j'étais folle ou que j'étais l'illuminée du coin, etc. Mais en voulant paraître ce que je n'étais pas, eh bien, je me reniais totalement. Et je pense que quand on se renie totalement, quand on renie sa vérité, je pense qu'on peut en mourir même physiquement un jour. Et un jour, je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à en parler. Et j'étais très surprise de me rendre compte finalement que c'était pas les autres qui bloquaient les choses, c'était ma propre peur. Hein. J'avais moi aussi besoin de digérer cette expérience. Je ne pouvais pas accepter qu'on la désacralise, qu'on la salisse. Et donc c'est aussi pour cette raison que pendant des années, je n'en ai pas parlé. Utotraya Satyatom Satyatom Sadom 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 Unatote Sadom Unapake Sadom. Merci beaucoup à Anna Trewick, à Janine Sarrazin, à Nicole Dron, à Philippe Vallon, à Jean-Jacques Charbonnier, à Henri Vigneault et à tous ceux qui ont contribué à la construction de ce